à tous et à toutes. Donc, je suis Marie Patou, je travaille donc pour la mission Bassin Minier, qui est une structure dont les locaux sont au 9-9 bis à Wany, je pense que certains d'entre vous connaissent. Pour faire court, la mission, elle est responsable, garante de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Alors, je vais vous dire comment ça va se passer, parce que moi, c'est mon métier, je connais toutes les réponses. C'est vous qui allez un peu travailler quand même ce matin. C'est plutôt moi qui vais vous poser des questions pour que la conférence soit dynamique. Vous avez vu, je ne suis pas assise. Je vais bouger un petit peu. Et c'est vous que je vais interroger. Et puis on va progresser ensemble et on va aller regarder ce que c'est un petit peu ce patrimoine mondial. Donc, comme le disait Sandrine, il n'y a pas de questions bêtes. Vous êtes libre d'avoir vos opinions. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez et répondez vraiment de manière extrêmement libre. Et on va commencer par une question, et surtout soyez pas timide. Qu'est-ce que le bassin minier pour vous? Ah, j'ai déjà entendu une réponse. Il y a quelqu'un qui veut se lancer? C'est quoi pour vous? C'est votre cadre de vie? C'est lointain? Ça n'a pas de sens? Quelqu'un veut se lancer? Si vous ne jouez pas le jeu, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, c'est quoi? On va le faire autrement. C'est quoi l'image du bassin minier? Pour vous, pour les médias, pour les gens qui ne viennent pas du bassin minier? Levez la main. Alors, je ne peux pas passer le micro. Je ne vous entends pas, du coup. Alors, on va essayer de le faire comme ça, sans micro. Si on a dit les mines. Alors, on va noter. Donc, c'est les mines, c'est l'histoire des mines. On a extrait quoi ici? J'écris pas bien. Mais c'est quoi d'autre le bassin minier? C'est quoi pour vous? J'ai entendu les terrils ici derrière. Ouais, je vois. Autre chose? Ah. Oui, non. Ça marche? Ça marche? Ouais. J'arrive. Aménagement culturel. Autre chose? Il y a d'autres mots qui vous viennent en tête sur le bassin minier? Histoire? Laquelle? Il y a le mot histoire. Industrie. Autre chose? C'est quoi pour vous le bassin minier? Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, hein? C'est votre cadre de vie, c'est là où vous vivez. Qu'est-ce qui a donné l'unité du territoire? Il va de où à où le territoire d'abord? Le bassin minier? De Bruay à Valenciennes. Il est sur le nord et le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui a unifié ce territoire? Je l'ai entendu. Faut pas être timide, hein. C'est la bonne réponse en plus.
à l'exploitation du charbon. En termes d'image, ah d'accord, je pense que c'est plus simple. À marcher. En termes d'image, qu'est-ce que projette le bassin minier? Dans les médias, dans la presse, des choses comme ça. On en parle toujours comment du bassin minier? Est-ce que c'est positif? Bah, dites-le. Si on dit des préjugés. Merci. C'est quoi les préjugés sur le bassin minier? Alors ça, c'est quoi l'histoire du mot consanguin? C'est? Elle vient d'où, cette histoire de consanguinité? Merci. D'un match de foot. Ensuite, alcoolique. Bon, on peut faire toute la bannière si vous voulez. Hein. C'est quoi l'image? C'est quoi l'image et c'est quoi les préjugés, les discriminations sur le bassin minier? Les allocations familiales. Qui veulent dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par allocation familiale? Ça implique quoi la part des gens qui disent ça? On fait des enfants pour avoir des allocs. Ils sont pauvres. Alors j'ai même dit que cela pas. D'autres? La liste, elle peut être longue. Hein. Chômage, On est précarité. mal éduqués parce qu'on parle ch'ti. On va marquer langue. C'est pas moi. Ligue 2 aussi, mais ça va pas durer. D'autres choses? On est tous fans de Johnny Hallyday et de l'excellence. Ça s'appelle les goûts et les couleurs. En gros, tout ce qu'on vient de dire, les discriminations. On est mal poli, mais je pense que ça rejoint un peu cette idée de on parle ch'ti. Comme si c'était une tare. Il y a beaucoup de femmes de tuning. Tout le monde sait qu'il y a du tuning que dans le bassin minier. Globalement, l'image que renvoie le bassin minier, est-ce que les gens ont envie de venir chez nous? Est-ce que vous avez envie de rester dans le bassin minier? Ah, là, on commence à bouger. Pourquoi? Alors, ceux qui ne veulent pas rester dans le bassin minier, pourquoi? Le climat. Parce que vous voulez à l'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est vraiment l'étranger ou ailleurs en France? Oui. Pourquoi d'autres n'ont pas envie de rester dans le bassin minier? C'est louable, hein? Le regard des gens. Les paysages. Pourquoi ils sont comment, les paysages? Ils sont tristes? Bah, c'est les mines, quoi. Et c'est quoi les mines? C'est triste? C'est pas beau à voir. C'est pas beau. C'est mieux une belle montagne qu'un terrible. Alors ça, il va en être beaucoup question ce matin. La question de ce qui est beau, ce qui est pas beau. Tout est relatif. On est nombreux là. On est quoi? On est 150, 120? On a tous des goûts et des couleurs différents. C'est tout un peu sur les... C'est dangereux. C'est dangereux les mines? Pour? Tous les mineurs qui sont morts à cause du effondrement. D'accord, du temps de l'exploitation, toutes les catastrophes minières. Je vais mettre danger. Catherine? Deuxième question. Pardon, si, c'est ça. C'est quoi le patrimoine pour vous? Ça veut dire quoi pour vous? Ça a quel sens? Ça n'en a pas, vous avez le droit de ne pas être intéressé, hein?
culturel à ma droite. Et culturel. J'ai ma secrétaire qui est en train de noter. C'est culturel, d'accord. Ensuite, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui fait patrimoine pour vous? Un héritage. Un héritage. Ensuite. Pardon? C'est à vous. C'est une propriété. C'est l'histoire. D'autres réactions, c'est quoi le patrimoine? Le patrimoine culturel pour vous? Qu'est-ce qui fait patrimoine? En gros, la question qu'on va voir ce matin, est-ce que pour vous le bassin minier c'est du patrimoine ou pas? Vous avez le droit de penser que c'est non, parce que c'est pas beau, par exemple. D'autres réactions? Un héritage qu'on lègue, qu'on transmet. Après, toute la question est de savoir pourquoi il faut le transmettre. Est-ce que pour vous, par exemple, je sais pas, le Vieux-Lille, c'est du patrimoine? Donc les vieilles villes historiques, pour vous, c'est du patrimoine. Il y a quoi d'autre comme exemple de patrimoine qui, pour vous, font patrimoine? Vimy, donc c'est la mémoire de la Première Guerre mondiale. Pardon? Les œuvres littéraires et artistiques. D'autres réactions, c'est quoi pour vous le patrimoine? Pourquoi à un moment donné on choisit de préserver tel ou tel bâtiment ou tel édifice? Parce que ça représente l'histoire. Parce que ça représente l'histoire. D'autres choses? La mémoire. Les connaissances. Le savoir, la connaissance, tout à fait. Bon. On verra ça un petit peu plus tard. Et je finis là-dessus. Alors, je sais que certaines classes d'entre vous ont déjà travaillé sur la question du patrimoine mondial, c'est ça, Sandrine? Oui, il y a quelques élèves qui ont travaillé déjà sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais pas tout le monde, pas tous en même temps. Et c'est mieux comme ça, les collègues pourront reprendre avec vous après. Et on a eu en histoire-géographie, on a eu aussi en philo qui ont commencé. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à travailler sur la question du patrimoine mondial, c'est vous. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez pas? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça a du sens pour vous ou pas? Il y a eu l'inauguration du patrimoine mondial de l'UNESCO au Petit Nord de Wally. Alors, il y a eu un événement festif qui a célébré l'anniversaire d'inscription du bassin minier patrimoine mondial, effectivement, à Wany. L'UNESCO, ça vous dit quelque chose? On va le voir après. Alors, c'est l'UNESCO qui décide de préserver des sites pour les protéger et garder leur histoire. Oui, c'est ça. Enfin, c'est entre autres ça. Un organisme qui recense des sites culturels comme une valeur culturelle. Oui, ça, vous avez déjà commencé à travailler? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas du tout, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous interroge le fait qu'on dise que le bassin minier soit patrimoine mondial de l'UNESCO? Hein? Vous trouvez ça normal, pas normal? Que c'est vraiment du n'importe quoi ou que c'est vraiment bien? Pas de réaction? Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Alors, on va commencer, je regarde ma gestion de mon temps. Il était une fois l'UNESCO. Donc je sais que certains d'entre vous ont commencé à travailler là-dessus. C'est quoi l'UNESCO? Comment c'est né? Pourquoi c'est né? Et quels sont les objectifs de l'UNESCO? On ne parle pas du patrimoine mondial pour l'instant. Une idée? Pas du tout. Alors, l'UNESCO, c'est un organisme qui dépend de qui? Qui dépend de l'ONU et qui a été créé, en 1945.
C'est quoi l'année 1945? La fin de la guerre. La fin de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Je ne vous demande pas tout l'historique, parce que sinon on en a pour 5 heures. En 1945, le monde est dans quel état? Détruit en partie. Mais qu'est-ce que ça pose comme question? Le monde est en reconstruction. En fait, les hommes se sont battus, quand même, évidemment. Sur quelle question? Les raisons de cette guerre, entre autres. De manière indirecte, c'est vrai. Quelle a été l'origine du conflit? Quelles étaient les thèses? Égalité de genre. Alors, ça vient après, mais c'est vrai que pendant le conflit, on est d'accord que les belligérants, ceux qui ont déclenché la guerre, ont déclenché la guerre au nom de certaines thèses. D'accord? On va y venir après, je pense que vous savez très bien où je veux en venir. En fait, l'UNESCO a été créée en 1945 pour mettre en place des programmes extrêmement diversifiés en éducation, en sciences et en culture, selon l'objectif et le postulat de départ que pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes se sont battus, se sont fait la guerre parce qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne communiquaient pas et qu'ils ne connaissaient pas bien les uns et les autres. Et que l'objectif principal et premier de l'UNESCO, à travers ce programme, dont celui de la culture, est de faire en sorte qu'on construise la paix dans l'esprit des hommes, puisque la guerre est née dans l'esprit des hommes. Donc, pour ça, il faut apprendre à se connaître, à l'échelle des continents, à l'échelle du monde. Et pour cela, donc, après 1945, on met en place un certain nombre de programmes, je vous en montre quelques-uns, en termes d'éducation. Là, c'est très actuel. Il y a des grands objectifs sous l'égide de l'UNESCO, qui est un programme qui s'appelle Éducation 2030, où, alors ça nous concerne moins, nous, en Occident, mais de faire en sorte que l'ensemble des élèves et des enfants sur la planète aient accès à la connaissance. Tout à l'heure, il en a été question de la connaissance et du savoir. Voilà, donc c'est un certain nombre d'objectifs avec des financements, notamment à travers ce programme-là, c'est l'alphabétisation, notamment des petites filles dans le monde, qui n'ont pas forcément accès à l'école de manière généralisée. On a d'autres programmes, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est comment on est citoyen du monde, comment on voyage, comment on comprend l'autre, même s'il est différent. Et puis, alors forcément, c'est rouge sur rouge, il y a un nouveau programme qui vient d'arriver, qui n'est pas les plus simples, qui est celui de la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation. On a d'autres programmes en sciences, notamment tout ce qui est lié au développement durable. On a des programmes sur la préservation des océans. On a des programmes où on protège des portions, des bouts de territoire sur la planète, ce qu'on appelle les biosphères. Et puis, bien évidemment, en termes de culture, on a plusieurs programmes. Là, j'en ai vu que 3, il y en a beaucoup. Alors, on a le programme qu'on dit du patrimoine immatériel. C'est quoi pour vous le patrimoine immatériel? C'est du concept, je sais. C'est de la mémoire, c'est pas ce qu'on peut voir. Alors, C'est pas quelque chose de solide. c'est pas quelque chose de tangible, de concret. Hein, c'est pas du monument, c'est pas de l'édifice. Alors, la mémoire, je sais pas. Il faut faire attention, notamment depuis hier, à la confusion histoire et mémoire. Qu'est-ce qui peut être immatériel? C'est-à-dire complètement désincarné, qui ne s'incarne pas dans du dur, et qu'on préserve. Il y a plusieurs réponses là. Sandrine, t'es distraite. La culture d'un pays. Qui va s'incarner comment, justement, selon vous? Par des valeurs. Ça peut être des valeurs. Il y avait quelqu'un d'autre? Là, la langue est une des composantes du patrimoine immatériel. Comment on préserve une langue, notamment quand elle disparaisse. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi comme pratique immatérielle?
donne une réponse là. Hein. C'est quoi ça? Les traditions. C'est ça, c'est les traditions. Ici, c'est quoi? Les géants. Oui, ce sont les géants doués qui sont inscrits au titre du patrimoine immatériel. C'est un certain nombre de pratiques, qu'elles soient festives ou pas, qui méritent d'être préservées et transmises aux générations futures. Par exemple, la gastronomie française, elle est inscrite au titre du patrimoine immatériel. La cuisine italienne, la cuisine japonaise. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont inscrits sur cette liste. On a un autre programme aussi, qui s'appelle Mémoire du monde, et qui inventorie et préserve, notamment par la numérisation, toutes les archives documentaires qui sont importantes dans l'histoire du monde. Et nous, par exemple, en France, on a proposé pour l'inscription sur cette liste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'accord, de 1789 et 1791, parce qu'il est estimé que ce document-là, qui va avoir une influence un peu partout dans le monde, est fondamental, est un tournant, est un pilier dans l'histoire du monde. Et puis, on a un autre programme qui s'appelle le patrimoine mondial. On va regarder un petit peu ce que c'est, qui est différent du patrimoine immatériel. Là, on classe du dur, du bâtiment, de l'édifice, quelque chose qu'on peut voir, les éléments physiques qui vont raconter une histoire. Alors, je vous ai mis, à titre d'illustration, quelqu'un reconnaît-il? Je sais que c'est un peu clair et qu'il n'y a pas beaucoup de contraste. Vous levez, hein. Oui, qui l'a dit? C'est à Athènes. C'est quoi Athènes? Le Panthéon. Ah non, c'est pas le Panthéon. Le Panthéon, c'est en France, mais c'est pas loin. Et il y a une raison pour laquelle tu peux confondre, par contre. C'est le Parthénon, c'est en haut de l'Acropole, à Athènes. Alors, c'est un temple hein, qui était dédié aux dieux grecs, une civilisation disparue. Pourquoi je le mets en face à face? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un rappel entre la façade du Parthénon et ici? C'est le logo de l'UNESCO. L'UNESCO s'en est inspiré pour avoir son emblème. Est-ce que vous savez pourquoi il est important le Parthénon, à part d'être des ruines qui sont très anciennes? Qu'est-ce qu'il porte comme histoire, le Parthénon? C'est le symbole de quoi? Oui, c'est sous Périclès. C'est le symbole de la démocratie, de la naissance de la démocratie. On en est tous héritiers, nous, aujourd'hui. Hein. Si on vit dans notre société aujourd'hui en régime démocratique, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, c'est aussi parce qu'on est le fruit de cette histoire. C'est aussi la défense d'un certain nombre de valeurs hein, qui s'incarnent dans ce temple. Et si vous regardez bien, et c'est pour ça que le Panthéon, c'est pas tout à fait à côté, ce monument va aussi inspirer énormément d'édifices dans le monde pour incarner soit des édifices publics tels que l'Assemblée nationale chez nous, mais aussi beaucoup de tribunaux. Voilà, c'est quelque chose, c'est un modèle qui va servir pour incarner un certain nombre de valeurs dans le monde. Alors, là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui a envie de lire. Hein? Vous savez tous lire. Rassurez-moi. Sinon tu vas lire, je vais lire. Oui, non, tu vas pas relire, je Ah non, c'est pour ça. Alors, l'organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre nations afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples, article 1er, acte constitutif de l'UNESCO 1945. Merci Clara. Merci beaucoup. Quelqu'un qui a envie de commenter? Pourquoi je vous mets ça? Quelles sont les valeurs fondamentales de l'UNESCO et qu'est-ce que ça dit tout de suite dans son premier article? Ça,
il y a la notion de paix, d'égalité, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est marqué, oui bien sûr. L'égalité par rapport à quoi? Par rapport à des... Qu'est-ce que veut dire par rapport au droit, donc par rapport à la justice et par rapport aux lois. L'égalité, c'est-à-dire que l'égalité de prise en considération, sans distinction de race, religion, c'est-à-dire que les différences que nous avons entre les uns et les autres ne doivent pas être facteurs de discrimination. C'est ça, tout de suite, ce que dit l'UNESCO. Pourquoi ça affirme ça en 1945? C'est quel contexte en 1945? L'antisémitisme. Quel a été un des grands objets de conflit et d'argument de la guerre? Qu'est-ce que ça voulait dire aussi? Quel était l'argument de l'Allemagne, à travers son Führer, pour faire la guerre? Ça reposait sur quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Quel était l'argument et le motif? Qu'est-ce qui était avancé? Oui, il y avait des races supérieures. Évidemment, oui, l'antisémitisme a été donné déjà. Voilà, il y avait des races supérieures. Effectivement, c'est très fort. C'est le premier article en disant, en gros, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des races supérieures par rapport aux unes et aux autres. On est 70 ans après. Est-ce que le mot race vous choque? Pourquoi? Ouais, c'est pas des chiens, on n'est pas des chiens. Il n'y a pas de race chez l'être humain. Voilà, il n'y a pas de race chez l'être humain. Je vous dis ça pourquoi? C'est que le mot race, qu'il apparaisse dans un article juridique en 1945, ça se justifie parce qu'il dénonçait le fait que dans le conflit, on l'ait argumenté sur le terme de race. 70 ans après, évidemment, l'homme évolue, et que pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas de race. Ça ne tient pas. Il y a des origines, mais il n'y a pas de race. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, le mot vient de disparaître de notre Constitution française. D'accord? Ça fait partie des débats. On verra si l'UNESCO l'enlève aussi, parce que ça peut prêter à caution. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ou pas? Donc si je résume, les objectifs de paix et toutes les valeurs morales, ce sont des valeurs morales, c'est pas un gros mot moral, l'UNESCO, pour remplir cet objectif qui peut vous paraître utopique, mais l'homme a toujours besoin d'horizon, met en place un certain nombre de programmes que je vous ai présentés. Là, on va parler du patrimoine mondial, de ce programme-là. Est-ce que vous en connaissez l'origine? Pourquoi d'un seul coup, on a un programme qui s'appelle patrimoine mondial? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est pas arrivé comme ça d'un seul coup, il n'y a pas quelqu'un qui s'est réveillé le matin en disant tiens. Cette histoire de liste, ça ne vous dit rien? À travers le patrimoine? C'est pour qu'on puisse apprendre des choses sur... Oui. Mais sur vraiment l'origine de ce programme patrimoine mondial. Ça veut dire qu'il y a une idée de liste du patrimoine. Si je vous dis merveille. Les 7 merveilles du monde. Ouais. C'est une vieille idée, hein, cette idée de liste. C'est une première idée dans le monde antique. Qui est la liste des 7 merveilles du monde? Alors, l'objectif, c'est de les citer tous. Alors, déjà, pourquoi je vous ai mis cette carte-là? On est dans le monde antique. Hein, on recule de plusieurs millénaires. Qui vous indique? C'est le monde de qui?
c'est le monde grec. Et donc du coup, ce monde, il est complet? Non, en fait, c'est le seul monde connu à l'époque. D'accord? C'est pour ça qu'il y a vraiment les 7 merveilles du monde sont autour de la Méditerranée, parce que les Grecs ne connaissaient que ce monde-là. Alors, quelqu'un veut-il essayer de les nommer, ces sites, ces merveilles du monde? Ça, c'est facile. Pyramides d'Égypte, c'est les seuls qui ont survécu. On voit pas bien, là, mais... Ici, c'est le temple d'Éphèse. Ouais. Celui-là, il est dur. C'est toujours celui que j'oublie. Non, le phare, il est là. C'est le mausolée de... Non, Éphèse, c'est ça, c'est le temple d'Artémis. Halicarnasse, et Halicarnasse, c'est quoi? C'est quelle ville aujourd'hui en Turquie? Non. Non, c'est Bodrum. Et ça, c'est quoi? Même si vous ne voyez pas bien, je suis d'accord. Alors, le colosse de Rhodes, il est ici. C'est la statue de Zeus à Olympie. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu l'iconographie, je ne sais pas si vous voyez le monument dédié à Lincoln à Washington, qu'on voit partout dans tous les films, est directement inspiré de cet édifice antique. Donc, cette idée de faire une liste des plus belles merveilles du monde, elle n'est pas nouvelle. Par contre, les critères à l'époque sont exclusivement, mais je dis bien exclusivement, artistiques et architecturaux. C'est une vision assez réduite de ce qui fait patrimoine. Ce qui peut comprendre, en fait, on a pris les plus monumentaux, les plus grands, les plus exceptionnels. Je vous dis ça parce que on va voir que tout ça change avec le temps. Sauf pour certains qui restent bloqués dans une période. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, donc là on est plusieurs millénaires avant, d'un seul coup, on va se décider à relancer l'idée de cette liste? Certains d'entre vous savent ce qui s'est passé dans les années 50-60 à propos du patrimoine. Alors, il va y avoir un événement qu'on appelle la campagne de Nubie en Égypte. Certains peut-être en ont entendu parler, parce que les monuments, vous les avez. Alors, à chaque fois, je vais remettre une carte du monde, hein, pour vous dire que dans le patrimoine mondial, il y a le mot monde. C'est pas gloire à l'histoire nationale. En fait, ce qui va se passer, c'est que en 56, Nasser, le général Nasser, prend la décision de construire un barrage au niveau du Nil, au niveau d'une certaine portion du Nil. Le Nil, dont les crues ont fait la richesse du territoire. Pour des raisons de développement économique, agricole notamment du pays, et pour la production d'électricité, c'est aussi une centrale hydroélectrique, décide de construire ce barrage à ce niveau-là. Vous avez quelques photos. Le problème, c'est que la construction de ce barrage va noyer un certain nombre de vestiges égyptologiques qui sont actuellement très connus pour nous tous, et que ce qui va se passer, c'est que ces vestiges vont être ennoyés. D'ailleurs, la construction du barrage commence en 1960. Si vous regardez ici, l'ennoiement commence déjà. Si vous regardez ici, ça c'est une photo, même si vous ne voyez pas bien, du temple d'Abou Simbel, qui est assez connu. Le Nil est ici, d'accord? C'est avant la construction du barrage. Ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de personnes dans le monde, dont André Malraux, en France, vont s'émouvoir en disant que ce n'était pas possible que ces vestiges disparaissent, parce que ce n'est pas que l'histoire des Égyptiens, c'est notre histoire à nous tous. On en est tous dépositaires, on en est tous issus de cette histoire-là. Aujourd'hui, personne ne remettrait en cause l'histoire de l'Égypte et de l'Égypte ancienne, et que pour pouvoir la raconter, il faut qu'on ait des traces. Donc, un certain nombre de personnalités dans le monde vont s'en émouvoir. La communauté internationale va se mobiliser pour trouver des techniques pour sauver ces vestiges. Pour ça, il faut de l'argent. Donc, on fait appel aux pays qui sont, on va dire, volontaires et qui trouvent un intérêt
à sauver ces vestiges parce qu'ils partagent l'idée que ça n'appartient pas qu'au patrimoine égyptien. Je vous mets la citation de André Malraux. Il va y avoir l'envoi d'experts partout dans le monde pour finir sur 20 ans, pour démonter l'ensemble de ces vestiges et les sauver. Tous n'ont pas été sauvés, mais quand même, à cette époque-là, émerge l'idée qu'il y existe un patrimoine dans le monde qui n'appartient pas qu'au peuple sur lequel le territoire sur lequel ils vivent. Encore une fois, l'idée que ce patrimoine n'appartient pas qu'aux Égyptiens en tant que nation émerge, et c'est un peu ce que dit la citation d'André Malraux. Juste pour répondre à Sandrine, plus en aparté, sur la question de la géopolitique, on est bien évidemment, pour ceux qui savent, qui ont déjà vu cette période, on est en pleine guerre froide, où les USA et l'URSS se tapent dessus. On va être très clair, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, vous retrouvez les deux puissances. L'Égypte vient de nationaliser le canal de Suez, on est en pleine guerre de Suez. Évidemment, l'apport de l'URSS, de la RFA, de la RDA dans ce projet n'est pas tout à fait dénué d'intérêt géostratégique. Voilà, je referme la parenthèse. Je veux montrer que le patrimoine mondial, c'est aussi le reflet de l'histoire du monde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, avec l'argent récolté, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, et d'experts qui essayent de trouver les techniques, on démonte les sites bout par bout, on les scie, on en fait des bouts. On reconstitue sur des collines artificielles, je pense que vous voyez bien, il n'y a rien de naturel, et c'est rien d'authentique dans le support du temple, mais on va sauver ces temples-là, et ça c'est une photo d'aujourd'hui, qui fait que des millions de touristes aujourd'hui peuvent bénéficier de ces temples égyptiens. Ça c'est le premier événement qui va faire comprendre qu'à un moment donné, il y a besoin que la communauté internationale se solidarise pour sauver un certain nombre d'édifices ou de patrimoine dans le monde. Dans la foulée, en 1966, il y a aussi des inondations de Venise qui sont exceptionnelles. Il y a toujours chaque année le phénomène d'Aqua Alta qui fragilise la ville. Mais en 1966, les crues sont exceptionnelles et abîment très fort la ville. On va avoir le même mécanisme. La communauté internationale se mobilise pour sauver la ville de Venise. On y est encore. La ville de Venise n'est pas sauvée. C'est sans fin. En tout cas, autour du patrimoine, on voit qu'il commence à y avoir une solidarité internationale. Tout ça doit être légiféré et encadré. C'est pour ça que sous le patronage de l'UNESCO, sous l'égide de l'UNESCO, naît la Convention du patrimoine mondial en 1972. Alors, vous allez me dire, c'est quasiment 30 ans après la naissance de l'UNESCO, tata. Évidemment, dès qu'il y a un instrument juridique international qui se met en place, il y a plein de pays qui ne sont pas d'accord. Donc tout ça prend du temps, le temps que ce soit ratifié. Donc, naissance de cette convention en 1972. Alors, pour pouvoir être sur cette liste du patrimoine mondial, il y a beaucoup de critères, c'est un métier, c'est très long, mais il faut avoir ce qu'on appelle une valeur universelle. Quelqu'un d'entre vous se dit ce que ça veut dire universel? Oui, c'est ça, donc on peut tous se réclamer. Au-delà de ça, c'est ça, c'est l'idée. C'est quoi être universel? C'est un concept philosophique. Il y a plusieurs interprétations. C'est à travers le monde. C'est-à-dire que ça concerne le monde entier. Soyez pas inquiets, moi ça c'est la définition officielle du patrimoine mondial, j'en cherche encore l'interprétation exacte. L'universalité, ça veut dire que ça concerne tous les hommes. Ça s'étend à l'ensemble de l'humanité. Alors je fais une petite précision, quand je dis homme, c'est homme et femme, parce qu'on me l'a déjà reproché, donc là je ferme la parenthèse, c'est homme en tant qu'humanité. Ça veut dire que dans chaque patrimoine, dans chaque histoire, il y a des traits communs entre nous, quels que soient nos pays,
nos frontières. Ça veut dire qu'être universel, ça transcende nos frontières nationales. Et le second point qu'affirme la Convention du patrimoine mondial, ça estime qu'il y a certains éléments dans le monde qui doivent être transmis aux générations futures. D'accord ? Qui sont tellement importants que si ça disparaît, on ne pourra plus raconter certains pans de l'histoire. Est-ce que ça va pour l'instant ? On est sur des concepts difficiles, je sais que c'est des choses qui vont être abordées aussi par certains d'entre vous en cours de philosophie. Bon, l'idée à retenir, c'est qu'il n'y a pas de frontières, c'est pour tous les peuples et que ça concerne tout le monde. On va la faire courte, on va la faire comme ça. Si je résume sur la Convention du patrimoine mondial, encore une fois, c'est la guerre naît dans l'esprit des hommes, il faut que la paix naisse dans l'esprit des hommes. Le patrimoine mondial, ça affirme qu'il y a du patrimoine culturel et naturel. C'est pas que les choses construites par l'homme. Cette convention, pour la première fois, affirme qu'il y a certains endroits dans le monde, a priori pas touchés par l'homme, qui méritent aussi d'être préservés pour un certain nombre de raisons, on va les voir. Encore une fois, ça appartient à tout le monde, ça appartient pas que à certaines nations, à certains peuples. J'insiste sur quelque chose. Le patrimoine mondial, c'est l'histoire de l'humanité dans toute sa diversité culturelle et dans toutes ses facettes. L'histoire n'est pas toujours glorieuse, n'est pas toujours merveilleuse. C'est vraiment tous les reflets de l'histoire de l'humanité depuis que l'homme est homme. Et que la liste du patrimoine mondial, ce n'est pas qu'une collection des chefs-d'œuvre de l'art. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que c'est sorti tout à l'heure. L'histoire du beau. Voilà, c'est des choses qui varient dans le temps. Et puis très honnêtement, entre un Français, un Australien, un Japonais ou un Chilien, la définition du beau ne sera jamais la même. Donc, ce qui peut nous sembler être beau, ou on nous apprend à sembler beau, ça n'aura pas du tout la même sens et la même signification à 10 000 km. Alors, les premiers sites sont inscrits en 1978, donc, vous ne voyez pas très bien quand même. On a un parc national aux États-Unis d'Amérique. Parc national, ici, ne prend pas le sens de naturel. C'est le lieu d'habitation des Indiens d'Amérique avant la découverte de l'Amérique. D'accord ? C'est un moyen d'affirmer que l'histoire de l'Amérique n'a pas non plus commencé au XVe siècle. Ce sont vraiment les habitats précédant la colonisation. La ville de Quito en Équateur, qui est aussi une ville baroque. Ah oui, c'est mieux. Qui a aussi été construite sur les fondations d'une vieille ville inca. Les églises creusées de la Libella en Éthiopie, qui est une merveille, puisque ce sont des églises qui ont été creusées à l'intérieur d'un roc, voilà, par les hommes, avec des techniques particulières. L'île de Gorée au Sénégal, c'est toujours du patrimoine culturel. C'est quoi l'île de Gorée au Sénégal ? Pourquoi c'est inscrit sur la liste du patrimoine mondial ? Ça raconte quoi l'île de Gorée ? C'est où le Sénégal ? Oui, c'est en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Vous voyez, on est sur une île, hein. C'est-à-dire qu'on est tourné vers la mer. On est dans la mer. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire avec les pays africains ? Oui, c'était le point de départ des esclaves vers le Nouveau Monde. C'est pour ça que ça a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Est-ce que ça veut dire que l'histoire est glorieuse ? Ça veut dire que c'est important, ces jalons-là, pour leur raconter l'histoire et pour que, notamment, personne puisse dire que ça n'a jamais existé. On a ensuite, bizarrement, déjà, dès les premiers sites, on a des mines. Ce sont les mines de sel en Pologne. Parce qu'il n'y a pas que le charbon, on extrait, bien évidemment. Et dès 1978, dès les premiers sites inscrits, on inscrit des mines. Parce que l'UNESCO, on n'a pas à lui apprendre, pour eux c'est évident, que l'industrie fait partie de l'histoire de l'humanité.
Et puis après, on a toute une série de parcs naturels qu'il faut préserver au Canada, aux États-Unis, en Éthiopie et en Équateur. Quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a un vrai équilibre entre le nombre de sites culturels et le site naturel. C'est les premiers sites, premiers 9 sites. Il y a une attention aussi entre des sites européens, des sites américains, des sites africains. Il y a quelque chose d'assez équilibré. Alors, on est 40 ans après les premiers sites. Voilà la carte du patrimoine mondial aujourd'hui, en 2018. Je sais bien que pour vous, là c'est un petit peu trop clair. Bon, on est à 1092 sites aujourd'hui inscrits sur la liste. Vous avez le détail. Et vous avez la répartition à l'échelle de la planète. Est-ce que ça vous inspire des commentaires? Vous avez le droit de vous approcher parce que pour ceux du fond, ça doit être très loin. Il n'y a rien qui vous interpelle? Alors, il y a une jeune fille qui demande pourquoi, ce que c'est quand c'est écrit mixte. Alors, un bien mixte. Sans commencer à travailler sur les cartes. Un bien mixte, c'est un bien qui est à la fois culturel et naturel. Qui a des caractéristiques à la fois construites par l'homme et aussi où la nature domine. Oui, il y a plus de sites culturels et naturels. Ça vous paraît logique, normal? Pas normal. Alors, à votre avis, pourquoi on peut enfin, comment on explique ce déséquilibre? Qu'est-ce que ça dit du monde? En gros, les sites naturels, là, c'est 1/5 de la liste. Donc, évidemment, c'est un déséquilibre. Mais est-ce que ça s'explique? Exactement. C'est-à-dire que quels sont les endroits sur Terre aujourd'hui où l'homme n'a pas mis le pied? Voilà. Alors, il n'y en a plus, je crois. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut à un moment donné préserver un certain nombre de choses. Mais c'est logique qu'il y ait ce déséquilibre. Puisque, effectivement, on est sur une planète qui est largement anthropisée. Alors, dans les 209 sites, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas mis les pieds ou qu'il n'y a pas d'activité humaine. Hein. Mais globalement, c'est logique que sur Terre, il y ait plus d'endroits culturels que naturels. Il n'y a pas un autre déséquilibre aussi quand vous regardez un peu la répartition des sites? Il y en a beaucoup en Europe. Il y en a beaucoup en Europe. C'est même la section de l'UNESCO où il y a le plus de sites. À votre avis, ça explique pourquoi? Pourquoi, en gros, l'Europe, très clairement, elle commence à être saturée de sites inscrits au patrimoine mondial. Il y en a 44 en France, hein, par exemple. On va les voir après. Ah oui, super, parce que c'est la même carte, ou presque. Ouais. C'est le territoire, Alors, ça, c'est pas inintéressant en termes d'argument. Oui, effectivement. Alors, le plus vieux, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le territoire où on a commencé à protéger le plus vite et le plus rapidement, il y a 2 siècles, le patrimoine. Ça, c'est sûr. Continent africain, etc., est aussi vieux. Hein, ça s'est formé en même temps. Mais en fait, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que la conception du patrimoine n'est pas la même d'un continent à l'autre. Et puis il y a certains pays qui ne se retrouvent pas dans la Convention du patrimoine mondial. Alors c'est un peu caricatural, mais notamment le continent africain, où pour eux le patrimoine, il est surtout l'oralité. Voilà, on ne construise pas forcément beaucoup, ça fait partie des différentes cultures, et que du coup, ça ne peut pas s'appliquer à la Convention du patrimoine mondial. C'est pour ça que l'UNESCO aussi a mis en place la Convention du patrimoine immatériel. Donc, en fonction des continents et des cultures, le patrimoine ne prend pas toujours la même résonance. Et il y a une deuxième raison qui est très liée au monde actuel. Qu'est-ce qu'il faut pour préserver du patrimoine? Oui, il faut de l'argent. Pas, nous on râle, on a jamais assez, mais en fait c'est l'expression aussi des inégalités de richesse dans le monde. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une politique patrimoniale qui permette de préserver les monuments.
Et que pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, vous devez donner les garanties que vous allez pouvoir transmettre votre patrimoine aux générations futures. Et bien pour certains pays, très franchement, le patrimoine, c'est pas forcément la priorité, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. On va peut-être rappeler pourquoi, au niveau du financement, certains États ne peuvent pas. Parce Alors. on est parti dans cette réflexion avec certains de mes élèves et on est parti du principe que c'était l'UNESCO qui payait. C'est l'UNESCO qui allait financer. L'UNESCO ne paye rien du tout. Voilà. L'UNESCO n'a pas d'argent. L'inscription, c'est pas l'UNESCO qui décide d'inscrire. Enfin, c'est lui qui est le jury. Mais qui propose les sites sur la liste du patrimoine mondial? Ce sont les pays. C'est-à-dire que c'est volontaire. Ce sont les États qui proposent d'inscrire sur la liste. Après, l'UNESCO, avec un comité d'experts, le comité du patrimoine mondial, décide que oui ou pas, vous avez une valeur universelle. Ça, Et puis, ils essayent d'évaluer aussi si... Oui, c'est bien de faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial, mais si vous n'avez pas les moyens de le préserver, c'est pas la peine. C'est ce qu'on appelle la plan de gestion. Et tous les pays dans le monde n'ont pas les moyens. Ils savent la valeur de leur patrimoine, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le préserver. Alors, globalement, l'UNESCO n'est pas là pour financer la préservation des sites, et certainement pas en France. Mais il y a un mécanisme qui s'appelle le Fonds d'assistance du patrimoine mondial, qui permet ponctuellement, sur certains sites inscrits sur la liste en péril, de financer des petites campagnes de restauration ou de confortation. Après, si on a le temps, j'expliquerai les difficultés actuelles de l'UNESCO, qui n'a vraiment pas d'argent. Mais chaque campagne, qu'elle soit plutôt Amérique du Sud, ou Asie, ou Afrique, les campagnes, c'est 50 000 $ maximum, ce qui est rien, d'accord, pour sauver un site. Donc il faut faire appel à d'autres mécanismes. Alors là, il va falloir que je reste là. Sinon, je vais bouger. Alors, 44 sites français. Celui-là, c'est lequel? Ça va pas trop. Et ben voilà, il n'y a plus de patrimoine mondial du tout dans le monde. On a réglé la question du financement. Non, alors on va faire la liste des 44 sites français. On y va, on vous écoute. Alors le Mont-Saint-Michel, c'est vrai? C'est pas vrai? C'est vrai. Ensuite, la Tour Eiffel. C'est Paris, c'est pas la Tour Eiffel, c'est Paris. Enfin, c'est les rives gauches, il n'y a pas que la Tour Eiffel. Le Louvre-Lens, non? Non. Le Bassin-Minier. Allez, c'est bon, on en a plus que 40. On me dit l'Arc de Triomphe. Ça fait partie de Paris. Notre-Dame de Paris. Ça fait partie de Paris. La plage en Normandie. Il y a une tentative, mais c'est pas encore inscrit. Ah, c'est pas encore inscrit. Ah non, je parlais je répondais à la reine de Marseille. Ah, merci. On a entendu ta question. C'est pas faux. C'est pas encore inscrit. Madame Sénéco. Hein? On me dit le carnaval de Dunkerque. Au patrimoine mondial? Le carnaval, c'est immatériel. C'est immatériel. Mais ça pourrait. Il y a des grottes là où il y a des dessins. Ah, ça va Grotte de Lascaux. Alors, c'est la vallée de la Vézère. C'est une droite, mais il y en a une autre en France. Ah, allez, on y va. Ouais, super. Des vestiges romains à Lyon. Alors, non, Et pas à je Lyon. défie les J'ai premiers retrouvé élèves de donner le site polynésien français. J'ai retrouvé la... Alors, le deuxième. Versailles. Et là, j'ai rien fait. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas quand je le fais. Alors, parler du patrimoine mondial sans avoir les photos, c'est super compliqué. Sur la liste du patrimoine mondial que j'avais pris comme exemple en France, il y avait les monuments romains de Arles. Il y avait... Alors, si, je vais le faire autrement. Il y a quoi sur les billets de 5 €? À part marqué 5 €.
Tous les billets en euros, ils ont des monuments européens sur leur... Il y a un aqueduc, c'est le pont du Gard, romain aussi. Après, je voulais vous montrer un paysage naturel de montagne. Quelles sont les montagnes en France? Alors, c'est pas dans ce côté-là, c'est de l'autre côté. Non, c'est pas le Mont Blanc. Les Pyrénées. Les Pyrénées sont inscrits en bien transfrontalier où il y a un accord entre la France et l'Espagne. Il y avait, bien évidemment, Paris. Il y avait aussi, on partait très loin, sur les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, avec des zones qui sont préservées pour leur faune et leur flore. Et quel est le dernier site français qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial? Ah non, ça fait 6 ans déjà. Le dernier site. C'est un site naturel. Non. C'est les volcans d'Auvergne. D'accord, au titre du patrimoine naturel. Vous le verrez sur les panneaux de l'exposition, puisque là j'ai plus les photos, sur le patrimoine mondial en région Hauts-de-France. On est quand même une région assez riche, mine de rien. On a un certain nombre de clichés, mais on a quand même beaucoup de choses à dire et à raconter. On a effectivement dans la région Hauts-de-France la cathédrale d'Amiens, 2 sites des chemins de Saint-Jacques. C'est quoi les chemins de Saint-Jacques? Oui, c'est les pèlerinages. C'est les pèlerinages, c'est un certain nombre de chemins partout en Europe qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh ben là, j'ai l'ordinateur qui marche. Hop. Bon, je crois qu'il y a des mauvaises ondes là. Il y a un autre site aussi qui n'est pas très loin d'ici, qui est inscrit au patrimoine mondial. À Arras. C'est quoi? Non. Le Beffroi, il fait partie d'une série avec les Beffrois belges. Il y a un autre site à Arras qui est inscrit au patrimoine mondial, avec d'autres sites en France. Non, c'est pas souterrain. Où se passe le Main Square Festival? Oui, là. Ah bon? Ouais. Oui, c'est la citadelle d'Arras, qui est aussi inscrite au patrimoine mondial, avec 7 autres citadelles en France de Vauban. Alors, on va essayer de continuer quand même. Oui. Ah bah sinon on le met là, hein. Ah, c'est bien pour le patrimoine là. Bon, là ça marche pas bien quand même. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi ça... Ah, je remets pas du tout en cause le fait que vous ayez votre avis, mais... Vous voyez pas l'importance de ce que ça veut dire en termes de signification exceptionnelle par rapport aux autres qu'on a vus, ok? Parce que j'ai une élève qui voudrait intervenir pour répondre à cet élève. Et je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est mieux parler. Bah, je trouve qu'il a sa place parce que Teddy, c'est un. Comment dire, bah, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Quand on peut dans
Si Maëva, c'est courageux. Mais vous avez un héritage universel, hein. Je vais reprendre le fil parce que ça, on va l'aborder. Moi, je pense que ça a sa place parce que ça appartient à notre histoire par rapport aux migrations Italie, Pologne, etc. Ah, justement, on va en parler de tout ça. Je vais vous montrer. Et déjà le micro, là, des problèmes de technique, alors s'il vous plaît, écoutez-vous. Bon, alors là, ça va être un peu compliqué, je vais essayer de m'essuyer. En gros, tout est unique. Donc, tout devrait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est un super... Alors effectivement, nous, on est tous uniques ici dans cette... On est tous uniques dans cette salle. On ne se ressemble pas. On a quand même des points communs. Et là, vous venez de pointer la difficulté de faire cette liste. Quels sont les critères qu'on met en place? Pourquoi à un moment donné, toutes les mines dans le monde ne sont pas inscrites au patrimoine mondial et ne peuvent prétendre être inscrites au patrimoine mondial? Il y a un certain nombre de critères, mais je vous propose de dérouler, de reprendre un peu malgré le retard. Ce que vous auriez dû voir, donc, je sais bien, ça va être midi, pour moi aussi. On va avancer. Alors, on va aller dans le patrimoine mondial. On va aller voyager un petit peu. Ça, c'est quoi? Ah oui, en même temps, j'ai besoin de m'appuyer sur mon PowerPoint. Ça, c'est quoi? Donc, c'est bien évidemment la Statue de la Liberté, qui est aux États-Unis. Elle symbolise quoi, la Statue de la Liberté? C'est de la vaste, la liberté. La liberté de... C'est quoi l'histoire de la Statue de la Liberté? Alors, si vous parlez tous en même temps, on ne va pas y arriver. C'est quoi l'histoire de la Statue de la Liberté? Je vais le dire, oui. En fait, elle a été offerte par la France aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi la France se décide de faire un cadeau aux États-Unis? Pour le 100e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, mais elle incarne quoi, cette statue? C'est pas pour les remercier pour des colonies comme la Seconde Guerre mondiale? Non, parce qu'elle date de 1886. Mais ça aurait pu. Pourquoi, à un moment donné, la France décide d'offrir aux États-Unis une statue? Vous savez qui l'a faite, cette statue? L'intérieur a été fait par Eiffel. Quelles sont, pourquoi les motivations de la France et qu'est-ce qu'elle incarne, cette statue? On l'a un peu vu tout à l'heure. Hein. Alors, c'est la question de la liberté. Elle est placée où, cette statue? Là, Israël. Sur Ellis Island. Et c'était quoi, Ellis Island? C'est l'île. Ouais, en fait, c'est la première chose que voyaient tous les migrants qui venaient du vieux continent et qui arrivaient au nouveau monde. C'est donc, elle incarne quoi, cette statue? Pour être très honnête, ça fait 2 ans depuis que Trump est arrivé au pouvoir que j'ai envie de la reprendre. Le renouveau et l'arrivée d'un autre chose. Le renouveau et l'arrivée des autres peuples. Et c'est quelle valeur, ça? C'est les valeurs de quoi? Qu'est-ce qu'incarne l'Amérique? Oui, l'argent, ok, oui. Oui, c'est des valeurs liberté, la défense de la liberté de quoi? Il n'y a qu'une seule liberté? Est-ce que vous êtes concerné par une seule liberté, vous? C'est la liberté de quoi? La liberté de vivre, oui, d'exister, mais elle s'exprime par quoi? Qu'est-ce que vous faites là depuis tout à l'heure? La liberté d'expression, la liberté de quoi? D'opinion. La liberté de penser. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve partout dans le monde, ça?
C'est ça aussi le symbole, la statue de la liberté. C'est la question de la liberté, de qui on est, et quels sont en général les régimes qui protègent. Ça, c'est quoi? Vous arrivez à voir, bien évidemment. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de Robben Island? Pas du tout? Si je vous dis que c'est en Afrique du Sud, ça vous dit rien du tout? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Afrique du Sud jusqu'à il y a encore très récemment? Oui, je l'ai entendu. L'apartheid. Et c'est quoi l'apartheid? C'est une relation raciale entre les blancs et les hollandais, fait que c'était colonie hollandaise et les noirs. Le peuple autochtone. C'était un régime, l'apartheid, qui séparait les populations en fonction de leur origine et de leur race. Robben Island, pourquoi je vous l'ai mis? Marie, il y a un élève au premier rang, c'est... C'est pas la prison où a été enfermé Mandela quand il était emprisonné. C'est la prison politique de Nelson Mandela. D'accord? Pourquoi il était enfermé dans la prison, Nelson Mandela? Parce qu'il voulait une égalité entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud, donc du coup il a été enfermé, je crois, par les blancs, parce qu'il faut garder cette supériorité entre la colonie et les colonisés. C'est exactement ça. Il était enfermé parce que c'était un opposant au régime. Bravo. Alors, pour vous, ça justifie que ce site-là soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial? Bien sûr. En fait, je vais rester là. Bah oui, parce qu'il s'est battu pour... Allez. Pour moi, oui, Robben Island mérite d'être au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que Nelson Mandela s'est battu pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Et ça sent. Et oui, ça mérite tout autant que par exemple le bassin minier ou que ça, parce que ça fait partie de l'histoire et ça a joué un rôle dans l'histoire de ce pays. Merci, je vais l'applaudir. En fait, le fait d'inscrire cette prison, c'est aussi un moyen de défendre la liberté de pensée politique. D'accord? C'est aussi la liberté de pensée politique. On a le droit de ne pas être d'accord avec un régime. Ça, c'est quoi? Eh. C'est parce que... Non, c'est parce que j'ai des... Ouais. Attends. C'est moi qui vais faire. Alors, le Taj Mahal, c'est en Inde. C'est quoi? Ça raconte quoi, le Taj Mahal? Ah, je l'ai entendu. Alors, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire... Chut. Bonjour. Je ne sais pas vraiment quoi dire, enfin, je me souviens que c'est une histoire d'amour. Quelqu'un a créé le palais pour que sa femme y repose. C'est un tombeau. C'est un tombeau. Alors, c'est vrai que l'histoire, la partie romantique du Taj Mahal, c'est un tombeau qui a été construit par un empereur pour sa femme qui était décédée. Donc c'est un beau tombeau quand même. Hein. Mais c'est pas que ça, le Taj Mahal. Si vous voyez, c'est quoi ça? Ça n'a pas qu'une fonction de tombeau. C'était aussi là où il résidait? Non, ah non, c'était pas un palais où on habitait, c'était pas un palais... Ça c'est quoi? Non. Ça vous dit rien du tout comme ça, cette tour. On est en Inde. Je crois que je l'ai entendu là, mais...
Ce sont des minarets. C'est quoi un minaret? Pour prier, c'est l'appel à la prière, non? Qui veut le dire? Guillaume. En fait, je veux vraiment rester là-bas. Les minarets, ça c'est pour appeler à la prière. Ouais, c'est Mousine qui a fait la prière. Non, on reste là, je pense que je vais en prendre. Donc, c'est pas qu'une fonction de Togo, c'est aussi une fonction religieuse. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt d'un empereur de construire quelque chose de si majestueux? Oui! Les puissants partout dans le monde vont construire et vont se servir de l'architecture pour faire une démonstration de puissance. Si je vous mets en parallèle, c'est quoi? C'est quel site? C'est Versailles, en France. Est-ce que c'est le même principe que le Taj Mahal pour vous? Ah non? Alors, pourquoi à un moment donné Louis XIV décide de se lancer dans le palais de Versailles? Est-ce que c'est juste pour être bien chez lui? C'est pour montrer qu'il est riche et qu'il est puissant. D'accord? On a ça sur Versailles. Il y a quand même quelques milliers de kilomètres qui les séparent. Et si je vous montre ça? Eh, c'est en Chine, c'est quoi? C'est la cité interdite au Japon. C'est le palais impérial. D'accord? Est-ce que... Pourquoi je les ai mis en écho comme ça? Alors voilà, ça vous montre que partout dans le monde, quel que soit le continent, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la période, c'est un trait commun aussi de l'humanité. Ils ne se sont pas croisés, hein, ces hommes-là, de toute façon ils ne pouvaient pas. Il n'y a pas eu le même architecte sur l'ensemble des bâtiments. C'est à un moment donné, ça fait partie de l'universalité aussi, je vous l'exprime là, qu'à un moment donné, partout dans le monde, il y a eu la même chose qui est arrivée partout dans le monde. Ça ne prend pas les mêmes formes. On est d'accord que l'architecture de Versailles, ce n'est pas l'architecture de la cité interdite. Sauf que ça parle de la même chose. D'accord? C'est ça l'universalité. On continue. Enfin, si on peut. C'est quoi? Pyramide de Gizeh. C'est quoi une pyramide? C'est un tombeau. Va falloir venir à quelques mois en fait. C'est en Égypte. Pourquoi il y a eu une construction de pyramide? Il aurait pu très bien dire, moi allez, je reste sur terre, point barre. Et aussi pour montrer qu'ils se rapprochaient des dieux. Oui, c'est ça. C'est une démonstration de puissance, construction monumentale, et c'est pour des questions religieuses. On se rapproche, on va vers le ciel. Si je vous montre ça, toujours en écho, c'est quoi? Oui, c'est au Mexique. C'est quoi? J'ai fait ça en plus en euro espagnol. Ah. Ouais, mais c'est bien. C'est quoi en fait? C'est Teotihuacan. Et qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Alors là, on ne sait pas bien encore. Il y a beaucoup de mystères par rapport à ce site-là. C'est entre les Aztèques, les Mayas et les Incas. Il y a des fois, je ne sais plus, mais là ils ne savent pas bien. C'est les offrandes aux dieux. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux photos? Vous êtes sûr? Par quelle construction? Oui, c'est la même forme. Vous avez une pyramide ici, vous avez une pyramide ici. C'est la pyramide du soleil. Si vous regardez bien les cartes, il n'y avait aucune chance qu'ils se croisent, que ce soit en termes de chronologie, en termes de continent. Bizarrement, ou étrangement, sur des continents différents, apparaissent pour les mêmes raisons. C'est pas les mêmes cultes, hein, c'est pas les mêmes croyances, etc. Mais pour des raisons spirituelles et religieuses, apparaissent la même forme qui sont les pyramides. Toutes les pyramides ne sont pas à face lisse. On a des pyramides à gradins. Et si vous regardez bien le plateau de Gizeh, vous avez quand même une pyramide à gradins qui est ici. Là encore, je vous montre ce que c'est que l'universalité. Des hommes séparés par des milliers de kilomètres, des cultures et de civilisations différentes, reproduisent ou sont inspirés de la même manière et on retrouve des formes qui sont similaires.
On continue. Ça, c'est quoi? La muraille de Chine. Ouais. C'est quoi la grande muraille? Pas la grande muraille, merci. Ça servait à quoi? Quelqu'un qui veut prendre la parole là? Chut. C'est quoi la grande muraille de Chine? Ça servait à quoi? Ils se sont pas dit tiens, je vais faire un mur. À séparer? À séparer les peuples? C'est donc une... C'est une frontière. On marque son territoire et c'est donc défensif. D'accord? Ça permettait de protéger son territoire, mais aussi, là en l'occurrence en Chine, la route de la soie. D'accord? Ça suit aussi la route de la soie. Donc, Grande Muraille de Chine, évidemment. Si je vous montre ça, que vous voyez pas bien, c'est quoi? Le mur d'Adrien? Oui, c'est le mur d'Adrien, ça fait partie du Limes romain. C'est exactement la même chose, on est au Royaume-Uni et en Allemagne. Ça va, hein, c'est un très long tronçon, c'est la frontière de l'Empire romain. C'est le même principe. On construit des murs pour délimiter son territoire et se protéger ou défendre son territoire. Il n'y a pas que eu en Chine le même système. Vous voyez les distances et les continents, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Sauf que, régulièrement, les hommes, sans se concerter, sans se croiser, sans se parler, sans échanger, construisent la même chose. Alors, ça c'est quoi? Auschwitz. Je pense que j'ai pas besoin de détailler ce qu'est le camp de concentration d'Auschwitz. Est-ce que ça vous semble normal que ce soit sur la liste du patrimoine mondial? Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi c'est normal ou pourquoi ce serait pas normal? Alors c'est un lieu de recueil et l'élève dit que même si c'est pas une histoire bien, il faut qu'elle soit universelle. Donc ça rappelle l'histoire du monde. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait arriver si le camp d'Auschwitz, par exemple, mais aussi l'ensemble des camps de concentration disparaissaient? On pourrait très bien se dire, oh là là, c'est pas du tout le côté plus merveilleux de l'histoire de l'humanité. On l'efface. Si on efface les preuves des camps de concentration, l'histoire pourrait être niée. C'est exactement ça. Et en plus, ça pourrait se reproduire. Oui, c'est exactement ça. Vous venez de dire la bonne réponse. C'est ça aussi la fonction du patrimoine. Bon, effectivement, c'est pas que l'histoire du beau, c'est pas que l'histoire du plus merveilleux de l'histoire de l'humanité. C'est ça aussi. Pourquoi on conserve certains patrimoines? C'est parce que ça constitue des jalons et des preuves matérielles aussi, cette histoire de l'humanité. Ça, c'est quoi? Ah là, c'est plus dur, hein. Ouais, mais il y a plein, c'est normal. Alors là, du coup, sur ma gauche, j'ai droit à 5 camps de concentration, alors non. Non. Par contre, c'est lié à la même période historique. Ouais. Je donne un indice. Alors c'est le 6 août 1945. C'est ça. C'est au Japon. C'est Hiroshima. C'est le seul bâtiment, les seuls vestiges qui sont restés debout après l'explosion de la bombe. Est-ce que ça vous semble normal que ce soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou pas? Vous avez le droit de dire non. Hein. Pareil, voilà, on est au Japon. Et là, je vous défie de trouver ce que c'est. Alors, non, c'est pas les plages du débarquement. Là, il y a une élève qui dit c'est à Hawaï. C'est pas Hawaï, mais c'est dans il y a de l'idée. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Non, c'est pas la plage de Pearl Harbor. Est-ce que vous avez envie d'y aller là? Est-ce que je vous dis qu'il vaut mieux pas y aller? Ça veut dire quoi? Je pense que vous n'allez pas ressortir tout à fait entier. Non, c'est pas des requins. Il va vous arriver des bricoles si vous allez vous baigner là-bas. C'est pas des champs de mines. Là, ici, on parle d'essais nucléaires. Oui.
Ce sont les îles Marshall, c'est l'atoll de Bikini, c'est là où les États-Unis ont fait tout le reste nucléaire après la Seconde Guerre mondiale. Ça vous semble normal? Chut. Ça vous semble normal que ça figure sur la liste du patrimoine mondial? Pourquoi? Vous avez le droit, hein, de me dire non. Pourquoi l'UNESCO décide, pourquoi déjà le pays décide de porter ça? Ça veut dire quoi l'histoire? Ça symbolise quoi? Ce lieu où on a fait des essais nucléaires, c'est quoi aujourd'hui en plus la question du nucléaire dans le monde? Ça peut représenter les erreurs de l'humanité. Effectivement, le rapport au nucléaire n'est pas le même maintenant que dans les années 50-60. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on décide de privatiser un bout d'un pays, alors certainement pas chez soi notamment? Qu'est-ce que ça oblige à faire? Qu'est-ce qui s'est passé derrière quand il y avait des habitants avant? Sur ces îles, elles n'étaient pas désertes. Elles ont dû être évacuées. Oui. On a demandé aux gens de partir chez eux pour pouvoir faire leurs essais. D'accord? Alors il y a une question à ma gauche, et alors du coup on ne peut plus les visiter ces îles, on ne peut plus aller les voir. Je crois que c'est possible, mais je pense que c'est dans des conditions particulières. C'est quand même du nucléaire. Ouais, non. Mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité aussi. C'est l'entrée dans l'ère nucléaire. Dans l'histoire de l'après-guerre et de la guerre froide, c'est important ce site-là. Hein, c'est l'opposition, c'est la course au désarmement. Pour rebondir encore sur la question de la géopolitique actuelle, à partir de ce site-là, se pose la question du nucléaire, et on peut parler de la Corée du Nord et de l'Iran, hein, qui cherchent à avoir l'arme nucléaire, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans les conflits dans le monde, c'est aussi lié à cette question de la bombe. Oui. Ça c'est quoi? C'est l'opéra de ciné. Pourquoi c'est inscrit au patrimoine mondial? Hein? Parce que c'est trop beau de la nuit, d'accord, ok. À votre avis, pourquoi à un moment donné ils ont dit tiens, on va inscrire l'opéra de Sydney? Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est un intérêt artistique et plutôt sur l'architecture. C'est de l'architecture quoi là? Oui, j'ai entendu. Oui, c'est l'architecture moderne. Hein, et l'architecture moderne, son matériau de prédilection, c'est quoi? Est-ce que c'est la pierre? C'est la brique, comme chez nous? C'est quoi le matériau de prédilection de l'architecture moderne? Alors, on peut avoir recours à l'acier, mais il y a un matériau qui fait partie de nos vies aujourd'hui, hein, qui sont liés aussi à l'industrialisation. J'ai entendu quoi? C'est moche? Non? C'est les? Ouais. Ils sont faits en quoi là, vos poteaux? C'est pas du marbre, hein? Oui, c'est le béton armé. L'architecture moderne, son matériau de prédilection, c'est la... Alors, on peut avoir des considérations artistiques en disant oui, c'est beau, ça c'est pas beau, mais ça c'est pas le problème. On peut aimer, pas aimer. Mais ça a été aussi inscrit par la capacité de l'architecte à utiliser le matériau du béton. Si je vous montre ça, c'est quoi? Alors, c'est difficile. Si je vous dis que c'est une ville en France qui a été entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Qui a été reconstruite en béton. C'est près de la mer, effectivement. C'est la ville du Havre, qui a été entièrement reconstruite par l'architecte Auguste Perret, qui est entièrement en béton. C'est normal pour vous que ce soit inscrit au patrimoine mondial? C'est beau? C'est pas beau? Voilà. C'est pas beau, hein? Ben, moi j'adore. Moi j'adore l'esthétique du béton. Je suis moins, par exemple, ça c'est personnel, je suis pas à l'admiration devant l'esthétique d'une cathédrale gothique, par exemple. Ça me... Voilà. Mais par contre, je reconnais l'importance des cathédrales dans l'histoire de l'architecture et du patrimoine. Pour vous dire tout ça,
que c'est une question de regard. Ça a été dit tout à l'heure, la question du regard qu'on porte sur soi, aussi qu'on porte sur le patrimoine. Je finis quand même. Ça, c'est quoi? Et non. Mais c'est une cathédrale. Alors on va dire que toutes les cathédrales gothiques, elles sont à peu près inscrites sur la liste du patrimoine mondial. C'est la cathédrale de Chartres, chez nous. Ça, c'est quoi? Normalement, vous devriez y avoir une réponse, on en a préparé tout à l'heure. Ces bâtiments qui ont souvent un dôme comme ça, flanqué de 4. Oui, c'est donc une mosquée. On est en Turquie. Si je vous montre ça. Alors, je l'ai entendu. Oui, c'est une synagogue qui est dans le quartier juif de Trebić, en République tchèque. Ça, c'est quoi? J'entends plein de trucs en fait. Ça, c'est quoi? Alors, je sais que vous ne voyez pas bien, surtout au fond, ça doit être compliqué. Si je vous dis que c'est en Asie. Oui. Quelle est la capitale ou le lieu sacré du bouddhisme? Ça se trouve où? C'est dans quel pays? C'est une région compliquée d'ailleurs en termes de politique. Non, c'est pas la Thaïlande. Pas très loin. C'est pas loin. Non. Le lieu de naissance de Bouddha, c'est où? Ah! Même les grands, ils savent pas. Il est né où, Siddhartha? Il est né au Népal. Eh oui, il est né au Népal. Et tous ces sites-là dont je vous parle sont patrimoine mondial. Qu'est-ce que ça nous dit, l'UNESCO, là, quand ils inscrivent